Alors, je ne veux pas mettre la pression à nos participants, mais finalement, notre table ronde, elle a à résoudre la quadrature du cercle financier. Alors, on constate d'une manière générale, ce que nous avons à traiter ce soir, on constate d'une manière générale que l'épargne est relativement abondante dans le monde. Elle est relativement abondante en Europe et elle est particulièrement abondante en France. Cette épargne, elle est aujourd'hui à la recherche de sens. Bon. Et on dit real economy en anglais, on dit économie productive en français, parce que le reste de l'économie n'est pas complètement irréel non plus. Mais l'économie productive, c'est du sens. L'épargne, elle est aujourd'hui à la recherche de diversification, elle est aujourd'hui à la recherche de rendement. Ça, c'est un côté de l'équation. Et d'un autre côté, on constate tous les jours que l'économie productive, elle est aujourd'hui à la recherche de plus en plus de capitaux. C'est vrai des très grosses infrastructures, c'est vrai des PME, des ETI de taille moyenne qui cherchent, qui sont aujourd'hui souvent dans des cycles de croissance externe et que la croissance externe, c'est magnifique, mais ça demande des capitaux. Et c'est même vrai des entreprises jeunes, innovantes, du monde digital qui sont très vite confrontées à des marchés complètement globaux. C'est intéressant, mais ça demande beaucoup de capitaux. Alors, il nous faut résoudre ensemble cette quadrature du cercle, d'une part d'une épargne qui est à la recherche de sens et d'opportunités d'investissement, d'un autre côté d'une économie productive qui demande plus d'investissement, et je souligne que la conviction forte de l'AEG, c'est que le trait d'union entre tout ça, l'industrie financière, la capacité des fonds à générer, à offrir aux épargnants de bons véhicules, l'AEG est aujourd'hui, je pense, capable de vous convaincre que les normes françaises, européennes sont aux meilleurs standards internationaux. Alors, je vous propose de commencer, Muriel de Ziberi-Qui, il y a maintenant à peu près 2 ans, l'ANSA avait fait un colloque auquel avait d'ailleurs participé l'AEG, et qui avait fait un peu un état des lieux du financement des entreprises. Et je vous invite peut-être à nous rappeler ce bilan et à nous dire comment vous avez vu la situation évoluer. Oui, alors si on peut parler de bilan, alors ce colloque d'ailleurs avait été clôturé par Emmanuel Macron en mai 2016. Alors si on peut parler de bilan, c'est vrai que c'était assez catastrophique, c'est-à-dire, enfin assez catastrophique, en tout cas presque catastrophique. On stigmatisait un environnement fiscal instable, une enveloppe de prélèvement sur les revenus du capital en France largement supérieure à ce qui se produisait en Europe par rapport aux Européens, et finalement un pays qui se détournait de plus en plus de l'investissement risqué vers l'investissement sécurisé. Voilà. Donc, avec des conséquences sur l'économie qui étaient mesurées. Il y avait une étude d'ailleurs qui avait été publiée par Rexecode qui mesurait la perte annuelle de PIB chaque année du fait de l'exil fiscal qui résultait de cette fiscalité pénalisante sur le capital. C'était 0,6% de PIB par an. Ça paraît pas grand-chose, mais quand on voit les taux de croissance actuels, c'est quand même quelque chose de très important. Donc ce colloque avait un peu stigmatisé la situation et en même temps élaboré des pistes d'action dont je dois dire que plusieurs ont été reprises dans le cadre de la loi de finances et sont prévues d'être reprises dans le cadre de la loi Pacte. Alors, les principales pistes, effectivement, portaient naturellement sur la fiscalité, on pourra revenir, sur la définition de produits attractifs, et en particulier le PA jeune avait été plébiscité, je dois dire, comme à la fois un outil de prise de risque et un outil d'éducation financière. Et on avait également beaucoup parlé de l'augmentation de la liquidité et des possibilités d'augmentation de la liquidité des échanges, en particulier sur les titres des entreprises non cotées. Oui. Voilà. Donc, alors, à ce stade, ce que je dirais, c'est que,
bien entendu, de nombreuses mesures ont été prises. On va parvenir, flat tax, suppression de l'ISF, et puis, dans le cadre de la loi Pacte, des mesures qui vont attirer sur l'épargne salariale et sur l'épargne retraite, donc très important. Mais c'est vrai qu'on manque un peu de recul pour voir exactement quel va être l'ensemble, l'impact de ces données. Voilà. Merci. Augustin de Romanet, par rapport à ce constat et par rapport à la mission de Paris Europlace, aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez porter, quel est le message principal que porte Paris Europlace pour dynamiser et promouvoir les atouts de la place de Paris? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le point, la réponse à votre question est double. D'abord, il y a l'attractivité de la place de Paris, l'activité économique à Paris et la promotion du métier de la finance à Paris, d'une part. Puis d'autre part, il y a la contribution au développement de l'économie française et européenne permise par l'activité financière. Il y a dans Paris Europlace une dimension un peu syndicat des financiers à Paris qui consiste à diminuer les cotisations sociales des traders, qui est très sympathique, qui est magnifiquement fait, que je continuerai à faire, mais il n'y a pas que cette dimension. Alors, s'agissant de la place de Paris, je dirais que ces atouts sont considérables, et l'un des objectifs que nous poursuivons avec Arnaud de Bresson, avec lequel nous allons entamer des consultations dans les semaines qui viennent, c'est de faire émerger les points distinctifs qui peuvent nous permettre de dire à tous les financiers pourquoi il faut venir à Paris plutôt qu'ailleurs. Certes, on est le plus beau, on est le plus fort, on a la plus belle ville du monde, etc. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont spécifiques, parmi lesquelles une appétence particulière pour le financement des infrastructures et notamment des financements de long terme pour les pays émergents. Je pense que notamment les besoins de financement de l'Afrique devraient pouvoir se faire de façon privilégiée à partir d'une plateforme parisienne. Deuxièmement, nous avons effectivement une industrie de l'asset management extrêmement dynamique. Je crois que nous avons plus de 600 sociétés de gestion en France. Et il faut veiller comme le lait sur le feu au maintien de cette vitalité et notamment surveiller de très près les éventuelles réglementations qui touchent aux fonds propres de ces sociétés pour leur permettre de persévérer dans l'être. Troisièmement, il faut mettre l'accent sur la recherche et l'innovation. Pourquoi ? Vous avez vu probablement dans les journaux il y a quelques jours les observations sur le fait qu'en Grande-Bretagne, on considère que la City et la finance en particulier ont nui à l'économie britannique. Quel résultat tragique! Il faut incontestablement que nous arrivions à montrer à nos concitoyens que la finance n'est pas l'ennemi de l'économie. Et je pense qu'il y a place pour développer une recherche économique et financière à Paris pour montrer que la finance est au service des citoyens. Donc, il y a peut-être d'autres idées, mais sur le premier volet de la réponse à votre question, parce que je ne veux pas être trop long, je dirais que lors des journées de juillet 2019, nous essaierons collectivement de mettre en exergue ce qui fait l'originalité de la France et ce qui fait qu'il est préférable de venir faire de la finance à Paris, si on le souhaite, qu'ailleurs, par rapport à d'autres villes. Maintenant, le développement économique du pays. Le développement économique du pays, il commanderait incontestablement qu'on fasse beaucoup mieux, beaucoup plus vite, dans le domaine des actions. Je pense qu'on peut, si on ne devait donner qu'une seule priorité, il faudrait donner celle de la priorité de rendre nos compatriotes beaucoup plus propriétaires d'actions. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit notre ami M. Smith dans son propos tout à l'heure, lorsqu'il a parlé de deux sujets qui étaient le PEP, une espèce de plan d'épargne retraite européen, dans lequel naturellement il faudrait mettre des actions, et quand il a parlé de l'ESG. Je conclurai mon propos en parlant du programme de la Commission européenne pour 2019-2023. Je crois que maintenant que nous allons avoir achevé l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux est capitale. Et derrière cette union des marchés de capitaux, il y a ce projet dont nous avons parlé récemment avec des responsables européens qui, personnellement, me paraîtrait pouvoir être un projet magnifique pour nous tous et qu'on porterait au sein de Paris Europlace, c'est celui d'un Nasdaq européen. Songez qu'aujourd'hui, notamment avec les effets secondaires pervers de la directive MIFID, il est devenu quasiment impossible d'acheter une valeur moyenne. Aujourd'hui, vous voulez acheter une valeur moyenne chez votre banquier
auprès de qui vous avez un compte géré. Vous dites, je vais acheter la valeur X. Et votre banquier vous dit, ah désolé, je ne peux pas vous l'acheter, parce que je n'ai pas le droit, s'agissant d'un compte géré, d'acheter la valeur X si je n'ai pas de recherche moi-même. On est chez les fous. Nous avons inventé une machine à détruire la liquidité. Donc, je pense que nous allons nous efforcer de participer au lobbying qui va conduire à ce qu'on puisse retrouver une recherche sur les valeurs moyennes, qu'on puisse retrouver un marché boursier qui s'intéresse à autre chose que le taux de marge des plateformes de marché, mais qui s'intéresse aussi aux clients finaux, à qui on va proposer des augmentations de capital, des introductions en bourse et une liquidité digne de ce nom. Et quoi de mieux que de le faire dans un cadre européen, puisqu'effectivement, comme M. Wright l'a dit, c'est vraiment l'Europe qui est notre horizon, et défendre Paris, c'est bien, promouvoir l'Europe comme zone financière optimale, c'est mieux. Voilà en résumé ce que je pouvais dire. Merci. Merci. Alors justement, Dominique Gaillard, quand on parle financement des sociétés non cotées, malheureusement pour nous Français, on a longtemps utilisé un vocabulaire anglo-saxon, on parle de private equity, on parle quand même d'une industrie qui pendant un temps a été dominée par les places financières anglo-saxonnes et par Londres en Europe. Aujourd'hui, Augustin nous y invite à dire que l'Europe peut retrouver une certaine autonomie, une certaine... pour retrouver la propriété de son mode de financement. Quelle est la position de France Investissement sur la place que peut prendre le financement des sociétés non cotées en Europe continentale et en France en particulier? D'abord, je voulais juste rebondir sur ce que Augustin Andromanet vient de dire. Je suis président de France Invest. Je savais que c'était une grosse association, mais je viens de m'apercevoir que s'il y a 600 sociétés de gestion en France, il y en a déjà 300 chez France Invest. Donc finalement, on représente la moitié du marché. Donc vraiment, j'en suis très heureux. Et ce qui est bien, c'est que c'est un écosystème des financiers qui est extrêmement varié, allant de très gros acteurs comme Ardian qui gère 75 milliards de dollars, jusqu'à beaucoup de first-time funds, d'ailleurs, qui est un phénomène assez nouveau, qui se lève sur des problématiques de métier, de verticalité, et qui rencontre beaucoup de succès, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Alors, pour venir sur l'attractivité de la France, Muriel disait tout à l'heure qu'on est dans un environnement un peu plus favorable en France pour attirer des capitaux. Ça, c'est sûr, pour tous ceux qui ont été levés de l'argent au fond de l'Arkansas il y a 5-6 ans, c'est un exercice qui était infiniment plus difficile que ça l'est aujourd'hui. Hein. Et donc, on a une capacité à attirer beaucoup d'argent en Europe continentale et en France en particulier, qui n'a pas de commune mesure avec ce que c'était il y a 10 ans et il y a encore 5 ans. Et en plus, il y a certaines poches d'argent qui n'investissaient pas en Europe et qui investissent maintenant en Europe. Je pense à certains pays qui ont des gros fonds de pension en Asie. Je pense à la Corée, je pense au Japon, je pense à des pays d'Amérique latine comme le Chili, la Colombie, le Pérou. Et donc, c'est des gens qui n'auraient jamais investi en Europe dans le capital investissement il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui décident d'allouer une partie de leurs allocations sur le private equity, sur le capital investissement, pardon, et sur l'Europe et la France en particulier. Donc, je pense qu'il y a un effet Macron qui est incontestable sur l'attractivité de la France. Alors, est-ce qu'on va aussi attirer des équipes qui seraient basées à Londres et qui viendraient à Paris? J'ai un peu plus de doutes. Mais finalement, il y a énormément d'équipes européennes qui investissent dans n'importe quel pays d'Europe, et donc je ne pense pas que ce soit un problème majeur. Est-ce que la taille que nous représentons par rapport à la taille du marché est quelque chose de disproportionné? Je ne crois pas. Pour vous donner 2 ou 3 chiffres, l'année dernière, les membres de France Invest ont levé environ 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros, ça représente à peu près 16 milliards en capital investissement, 7-8 milliards en infra et 2,5 milliards, 3 milliards en private debt, en dette privée. Eh bien, 25 milliards d'euros, c'est quand même un pourcentage qui reste très très minime par rapport au PIB français, et c'est un pourcentage qui est inférieur à ce qu'il est en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, depuis des années. Donc il y a encore une capacité à croître sur ce segment-là. Alors, Mathias Zival, l'Alliance, c'est un groupe qui gère beaucoup d'épargne, en France. C'est un assureur vie important en France, mais c'est aussi un acteur qui intervient dans de nombreux pays. Qu'en peut-on dire du point de vue du gérant, du gestionnaire de l'épargne? Quelles sont aujourd'hui les considérations auxquelles vous faites face?
Merci Christophe. Je commence avec une confession. Je suis devenu un peu schizophrénique depuis que je suis arrivé en France et dans cette poste que j'occupe maintenant, simplement parce que quand j'arrive en Allemagne, parler avec mes collaborateurs au niveau groupe, je parle beaucoup sur toutes les opportunités qu'offre le marché français autour ou pour un investisseur qui veut et qui doit investir dans l'économie réelle. Donc beaucoup plus qu'on trouve dans les autres pays, mais quand je reviens à Paris, je suis toujours autour des collaborateurs et des autres qui me disent « Ah, ça ne fonctionne pas en France, ça se passe mal, ça c'est quelque chose qu'il faut améliorer ». Donc moi, je suis plutôt sur le positif et sur ce qui est déjà possible. Pour moi, c'est dit très clairement, je représente un investisseur qui est liability driven, donc nous avons notre portefeuille de contrats d'assurance. Je dois assurer qu'en termes de risque, en termes de rendement, en termes de tous les aspects qui intéressent les clients, je dois faire le meilleur investissement. Et je trouve que si je laisse à part tous les aspects réglementaires, l'environnement en France, c'est un peu le paradis. Je peux faire ce que je dois faire avec un très fort home bias qui n'est pas possible dans beaucoup des autres pays en Europe. Merci. Muriel, je vous ai vu approuver lorsque Augustin a évoqué les difficultés d'aller au guichet d'une banque et demander à acheter des valeurs moyennes. Aujourd'hui, nous faisons face à une réglementation financière qui est née d'une crise très importante pour les subprimes, mais qui ne touchait pas particulièrement, dont la source n'était pas les valeurs moyennes. Est-ce qu'aujourd'hui, les valeurs moyennes et les petites valeurs ne sont pas les victimes collatérales d'une réglementation, d'une tension de la réglementation qui ne leur est pas spontanément légitime? Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule raison. C'est vrai que la réglementation actuelle, les sociétés, d'abord les sociétés qui ne sont pas cotées, ou les petites sociétés cotées ne sont pas très bien traitées, elles sont moins bien traitées au niveau de l'analyse financière maintenant, donc c'est un point important. Et au niveau, alors on peut parler des sociétés non cotées, au niveau des établissements financiers, le traitement des sociétés non cotées, c'est-à-dire celui qui est actionnaire de sociétés non cotées, est beaucoup moins bien traité que celui qui est actionnaire de sociétés cotées. Donc ça, c'est vrai que c'est important. En même temps, il n'y a pas uniquement la réglementation qui limite, je dirais, l'accès des petites et moyennes sociétés au marché. Il y a aussi plusieurs éléments. Il y a des éléments techniques, de technique juridique. Il y a des éléments également de réglementation, cette fois très très lourde pour les sociétés qui veulent ouvrir leur capital. Et je dirais que c'est tout un ensemble qui fait que cet accès est assez difficile. Voilà. Alors, quant à dire que la France est un paradis par rapport à l'Allemagne, juste ce que je voulais dire, c'est que nous avons à l'ANSA fait une étude sur les dividendes versés aux actionnaires. Le rendement pour l'actionnaire français par rapport à l'actionnaire allemand est encore inférieur de 20% compte tenu des niveaux de taxation après la réforme 2018. Voilà. Il sera peut-être inférieur de seulement de 10% en 2022 si la réduction du taux d'IS est maintenue. Mais justement, Mathias Zival, pour rebondir là-dessus, il y a une réglementation qui a été importante pour les assureurs et qui a donc été Solvency II. Aujourd'hui, je pense que l'implantation de cette réglementation, elle est derrière nous. On peut peut-être maintenant porter un regard sur ses effets bénéfiques et peut-être aussi sur une analyse de deuxième degré et de dire est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer. Muriel a souligné le fait que le traitement de certaines classes d'actifs était plus dur que d'autres. Est-ce que par rapport à cela, aujourd'hui, le point de vue des assureurs est prêt à évoluer? Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, spécifiquement si on parle de Solvency II, mais en plus, si on parle de nouveaux réglementaires comptables qui va arriver, on ne sait pas exactement quand, mais IFRS 9 et IFRS 17. En solvabilité 2, honnêtement, je me trouve dans une situation un peu privilégiée parce que comme groupe Allianz, nous avons un modèle interne qui nous donne déjà l'opportunité, par exemple, de profiter
des corrélations de rendement entre les différentes classes d'actifs, que pour moi est un aspect très très important pour la diversification, pour l'innovation dans nos portefeuilles. Mais ça, c'est un aspect qui aujourd'hui est possible seulement pour des sociétés avec un modèle interne assez coûteuse, assez complexe à maintenir, et ce n'est pas quelque chose que peuvent faire tous les investisseurs institutionnels. On a bien appris à vivre avec le réglementaire solvabilité 2. Ce que reste toujours pour moi le point le plus important, que c'est le charge en termes de capital pour les classes d'actifs actions, y compris si je vois tous les périmètres dans lesquels je peux investir aussi, à commencer avec les vraies startups par des plateformes de crowdfunding, les ventures, le private equity et tout ça. Donc, je peux vraiment accompagner les entreprises dans toutes les premières phases de vie, mais ça coûte cher en termes de capital. Mais on gagne néanmoins avec les aspects de corrélation. IFRS 9, IFRS 18, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Ce qui est terrible, c'est qu'on s'est à peine habitué à Solvency 2, que je crois qu'on va remettre le couvert pour Solvency 3, donc ça va être moins drôle. Mais pour rebondir sur ce sujet, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, on a annoncé ce matin l'argent qui était levé et investi sur le premier semestre par les membres de France Invest. Eh bien, ce qui est très très significatif, c'est que alors qu'il y a 5-6 ans, quand Solvency 2 a commencé à s'appliquer, ou on commençait à voir les règles et les ratios appliqués, les charges en capital appliquées à telle ou telle classe d'actifs, on s'est dit c'est la mort du capital investissement. Plus un assureur, qui est un gros contributeur, ne va vouloir investir dans le capital investissement. En fait, on a réussi à convaincre les assureurs que, année après année, les performances délivrées par le capital investissement, par l'infrastructure, ont été suffisamment bons sur une période longue, avec une volatilité suffisamment faible pour que les assureurs acceptent de supporter cette charge qui, à l'origine, je vous rappelle, dans nos côtés, c'était 49%, qui était, grâce à notre lobbying, passé à 39%. Et bien, malgré cette charge en capital de 39%, sauf pour ceux qui ont leur modèle interne, eh bien, les assureurs, non seulement ont maintenu, mais ont augmenté leurs allocations en capital investissement. Le seul point faible, un peu historique, c'est que en France, le rendement du capital risque a toujours été historiquement un peu plus faible. Il est en train de s'améliorer année après année parce qu'il y a de plus en plus de bons gestionnaires de fonds de capital investissement, il y a de plus en plus de bons start-upers à répétition, et donc les performances sur le long terme du capital investissement s'améliorent. Et donc moi, je fais le pari que dans 5 ans, on arrivera aussi à convaincre les assureurs et les mutuelles d'allouer une partie de leurs assets under management dans le private equity sur le capital innovation. Merci, mais justement pour rebondir là-dessus, Augustin de Romanet, j'ai vu dans les travaux de Paris Europlace qu'il y avait une phrase assez jolie qui disait que la France ne doit pas seulement être un pays de start-up, la France doit être un pays de scale-up. Et dans cet esprit, est-ce que vous pouvez nous dévoiler dans l'agenda de Paris Europlace quelles sont les prochaines étapes pour une meilleure mobilisation donc, de l'épargne de tous les agents, comme Dominique Gaillard vient de l'appeler de ses voeux, vers cette ambition commune que je crois nous partageons de ne pas faire que de financer des petits bonsaïs, mais d'être capable d'avoir des entreprises qui scale up au niveau international. Non. Non, je ne peux pas vous le dire parce que c'est beaucoup trop tôt. Comme je vous l'ai dit, on entame une grande concertation. On aura 8 ou 10 rencontres avec, je pense, un grand nombre d'entre vous seront invités. Le sujet, il est lequel ? Nous sommes un pays de gens intelligents qui savent mieux gérer la complexité que les autres. On le voit bien d'ailleurs, les boîtes d'ingénierie dans le monde sont en France parmi les meilleures. Notre école mathématique est une des meilleures, et lorsque vous allez dans le monde entier, vous trouvez par exemple pour le financement des infras des spécialistes, des banquiers français partout, au Chili, en Australie, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Bon. Donc nous avons à la fois des asset managers de talent, nous avons du private equity de talent. Moi je me souviens en 2006, quand Jacques Chirac a lancé l'idée de France Investissement avec les 2 milliards pour les PME, c'était une révolution à l'époque. On ne savait pas ce que c'était que le private equity. Bon, aujourd'hui, grâce à toute cette industrie qui s'est développée, la France commence à avoir une industrie du private equity digne de ce nom. Donc en fait, nous avons des spécialistes, nous avons des professionnels, mais l'épargne de nos concitoyens va dans les obligations d'État. Et donc, nous avons
des moteurs, mais nous n'avons pas d'essence. Donc, une des tâches, me semble-t-il, de Paris Europlace sera de regarder de quelle façon nous pouvons travailler pour... Parce que si on veut avoir une industrie de l'asset management encore plus puissante, une industrie du capital investissement encore plus puissante, il faut probablement qu'on ait une épargne qui, en France, se dirige vers ces placements. Et d'autre part, je crois qu'on ne pourra rien faire tout seul, et il faut également le faire au niveau européen. Récemment, on me disait que dans un grand nombre de pays de l'Union européenne, notamment des petits pays, il existe une assez grande invalidité pour les placements financiers. Si vous allez en Slovénie, si vous allez en Grèce, si vous allez dans tous ces pays-là. Si nous sommes en mesure, avec les Allemands, de créer un marché financier européen digne de ce nom, dans lequel on peut assurer une liquidité, une recherche, des introductions en bourse, des augmentations, etc., des augmentations de capital, nous aurons fait œuvre utile à deux égards. D'abord, nous donnerons du travail à toute notre industrie financière, l'industrie française et l'industrie allemande, qui probablement a vocation à être dominante dans l'Europe post-Brexit. Et d'autre part, nous rendrons service à nos économies si nous drainons l'épargne de nos concitoyens beaucoup plus vers les actions ou le capital investissement. Notre pays vit depuis 30 ans sur cette fiction que les salaires augmentent plus vite que le PIB, puisque finalement, on préfère mettre notre argent dans des obligations indexées sur les emprunts d'État plutôt que sur le PIB. Donc, voilà quelques pistes sur lesquelles nous commençons à travailler. Peut-être un mot sur le Nasdaq européen qu'on appelle tous de nos voeux, mais le problème c'est qu'on l'appelle de nos voeux depuis 20 ans et malgré tout les belles scale-up, les belles licornes françaises continuent à aller se coter au Nasdaq. Je pense à Criteo, je pense à Talend. Donc j'aimerais bien qu'on passe du vœu pieux à un mécanisme européen où les gens mettent les moyens pour qu'effectivement on tienne la route et qu'on assure la liquidité pour ces fonds-là. Parce que c'est effectivement un vrai problème quand on finance des startups au premier, au deuxième, au troisième série D, série E. Eh bien le problème c'est qu'à la fin, il manque la liquidité finale qui permet aux investisseurs de sortir, donc d'assurer des résultats satisfaisants pour leurs investisseurs et donc d'entraîner une dynamique positive des investisseurs institutionnels vers ces fonds-là. Donc ça, c'est vraiment un problème. Mathias ? Complètement d'accord avec ce concept de créer plus de liquidité, aussi parce que ce que j'ai entendu la semaine dernière, un autre événement avec beaucoup de fondateurs de startups, et aussi supporté par la BPI, c'est le fait que trop tôt dans la vie d'une petite entreprise en France, le fondateur vend cette entreprise à un grand boîte international et très souvent américain. Donc, c'est parce qu'on n'a pas cet support si une entité part de phase start-up et entre dans la phase de croissance, de growth. Et la liquidité, je pense, peut aider. Mais il y a pour moi aussi un deuxième aspect, et ça, c'est qu'il faut, de mon point de vue, pour continuer de supporter, et ça, c'est la beauté de produits multi-supports, la partie UC dans ces contrats d'assurance, de créer plus de place pour des instruments illiquides. Parce que c'est seulement avec ça, et je pense que le loi Pacte va répondre à cette besoin, à cette demande, de nous donner l'opportunité d'investir pour des UC dans les mêmes actifs qu'on peut acheter aujourd'hui pour le fonds euro. Alors il y a un sujet dont notre table ronde on ne peut pas échapper à ce sujet qui est, donc nous venons d'évoquer ensemble les différents outils pour mettre plus de liquidité. Il y a malgré tout une question lancinante qu'on voit dans les médias, qu'on entend, qui est de se dire, mais est-ce que dans le fond, nous ne sommes pas collectivement en train de mettre plus, de proposer, de mettre plus d'épargne des Français, plus d'épargne européenne, alors qu'on est proche d'un moment où les prix sont plus élevés? Alors, est-ce qu'on n'est pas... Et Mathias s'exprimait à l'instant l'idée de basculer l'épargne de l'assurance vie des fonds euros vers les UC. Force est de reconnaître qu'il est arrivé dans le passé que ce genre de phénomène s'est produit avec un timing où, j'entendais tout à l'heure que l'Italie se targuait d'avoir un mauvais timing parfois des épargnants. Ça nous a été reproché dans le passé de faire basculer l'épargne d'une épargne prudente vers une épargne un petit peu plus dynamique avec du mauvais timing. Quel est, autour de cette table, et c'est important, peut-être on peut commencer par vous, Augustin, parce que je sais que vous avez un timing un peu particulier, mais par rapport à cette idée qu'on est proche d'une bulle, alors je ne résiste pas non plus à poser la question à quelqu'un qui représente aussi un gros acteur de l'infrastructure.
Et lorsqu'on parle bulle aujourd'hui, on évoque ce genre de sujet sur toutes les classes d'actifs, private equity, private debt, venture capital et infrastructure. Quelle est votre réponse? D'abord, la réponse est liée au sujet précédent, qui est celui de l'éducation financière. Je me souviens très bien, lorsque j'étais à la Caisse des dépôts, il y a une dizaine d'années, d'un gros industriel français qui vient me voir et qui me dit « Ah, mais on va être victime d'une OPA, j'aimerais que la Caisse des dépôts rentre à notre capital. » Je lui dis « Très bonne idée, mais d'abord, est-ce que vous avez commencé par faire rentrer votre personnel à votre capital ?» Pas question, vous vous rendez compte, ils vont prendre tous les risques, les pauvres, ils ont déjà leur salaire qui est à risque dans l'entreprise, donc surtout pas au capital. Très bien, on était au hors d'œuvre. Ensuite arrive le plat principal, et il commence par me chanter pendant 20 minutes le fait que sa boîte est formidable, qu'il y a 15% de croissance par an, qu'elle n'a pas perdu d'argent depuis 100 ans, peut-être en 1940, mais encore, et qu'il n'y a pas d'investissement plus sûr, il n'y a aucun risque et tout ça. Je lui dis, alors Coco, vous venez de m'expliquer que vous ne vouliez pas que vos salariés prennent des risques, et pendant 20 minutes, vous venez m'expliquer qu'il y avait 0 risque à rentrer dans votre entreprise. Alors, il faut savoir. Donc, je veux bien rentrer à votre capital, mais vous commencez par faire de l'actionnariat salarié. Bon. Ce qu'il a fait, il est passé de 0,5% à 4%, ce qui est quand même pas mal pour un grand groupe. Ce que je veux juste dire, c'est que vous avez 1000 fois raison aujourd'hui. Quand vous regardez le niveau des indices, il est assez élevé. Quoique, regardez les rendements. Si vous regardez les rendements des grandes valeurs aujourd'hui, ils se promènent entre 2 et 6. Vous en trouvez à 6. Bon. Or, si vous investissez pour le long terme et que vous faites l'hypothèse que les bénéfices de ces entreprises ne vont pas chuter drastiquement, bien au contraire, puisque l'IS est plutôt orienté à la baisse, dans une perspective de long terme, c'est vrai que vous risquez une petite perte en capital, mais en revanche, par rapport au revenu que vous avez, au capital que vous avez investi à la base, votre revenu récurrent risque d'être relativement significatif. C'est là où le travail d'éducation est considérable. Et c'est là où, finalement, je ne suis pas malheureux pour ma première prise de parole dans le cadre d'Europlace, après les manifestations sur les infrastructures, d'être avec des professionnels de la gestion, parce que les professionnels de la gestion ont énormément d'efforts à faire pour la pédagogie. Parce que expliquer aux épargnants ce que c'est qu'une action, les Français ne le savent pas, ce que c'est qu'un rendement, ce que c'est que le fait de rester investi sur le long terme, il ne faut pas partir à la première bourrasque, etc., est de nature, me semble-t-il, à ce qu'on puisse, malgré les risques et les inconvénients que vous soulignez, c'est vrai qu'on doit être un PER de 15 ou 16 en ce moment, alors que celui du XXe siècle historique était de 13, mais la chute, le risque de chute n'est pas tel qu'ils doivent interdire de dire à nos concitoyens que si vous investissez dans une action qui croît de 7% par an, vous quadruplez votre patrimoine en 20 ans. Et ça, c'est une notion qu'il faut tout de même faire rentrer dans la tête de nos concitoyens. Merci Augustin de Romanet. Je sais que votre agenda a été tendu. Pardon, je suis obligé de partir, merci beaucoup. Muriel, est-ce qu'on prend des risques à considérer? Alors, premièrement, effectivement, je crois que la question du long terme pour l'épargne est fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, que l'épargnant soit éduqué ou non, il faut qu'il considère que le risque qu'il prend ne peut exister que s'il admet de mobiliser son épargne pendant un certain temps, que son épargne soit immobilisée pendant un certain temps. Ça, je crois que c'est un point qui reste fondamental. Alors, là-dessus, je vais revenir encore à la fiscalité, mais c'est vrai qu'une modulation de la flat tax prenant en compte la durée de détention ne nuirait pas, parce que l'épargnant, même s'il n'est pas éduqué, sait quand même quel est son intérêt et sait compter. Et puis, deuxièmement, il faut distinguer aussi entre les marchés cotés et les marchés non cotés. Il y a très certainement, dans le cas des investissements dans les sociétés non cotées, il n'y a pas de bulle en tant que telle. On ne peut pas dire qu'il y a une bulle sur toutes les entreprises cotées. Je sais pas, vous avez l'air on va faire intervenir mais... Dominique, parce qu'il y a certainement un point de vue, Oui. peut-être un point de vue aussi international, compte tenu d'Ardian, qui est un acteur totalement mondial, mais avant d'avoir le point de vue de Dominique, peut-être Mathias, en ce qui concerne un assureur, dont finalement le travail de base, c'est de gérer du risque. Donc par rapport à ce risque de bulle, qui est quand même aujourd'hui au cœur des discussions, au cœur des hésitations d'un grand nombre d'épargnants, quelle est la vision d'un institutionnel aujourd'hui?
À ces stades, je ne vois pas encore des bulles. Ce que je vois, ce sont des parties de marché qui sont sous stress, simplement parce qu'il y a trop de monde qui vont investir. Et un exemple, tout ce qui est autour de investissement sustainable, donc tout ce qui m'intéresse aussi comme investisseur responsable, il y a trop de demandes, il y a beaucoup plus de demandes que l'offre à ces stades. Donc c'est une partie de marché tendu. Je voudrais bien juste retourner à un autre sujet que tu as abordé avant. De ma perception personnelle, en France, on sait très très bien comment investir dans le marché immobilier. Et peut-être ça, c'est aussi lié avec la manière dont un patrimoine est créé en France par rapport à la situation en Allemagne. On commence très très tôt avec des paiements de 100 € par mois d'investir dans une assurance vie, dans un plan d'épargne. Et c'est seulement à un stage beaucoup plus tard qu'on fait des premiers investissements, par exemple dans un immeuble. En France, ce que j'ai entendu, c'est l'inverse. On commence avec un achat d'un immeuble et seulement si l'argent est là, on pense de comment est-ce que je peux investir, comment est-ce que je crée mon allocation active. Donc, il faut garder en tête très clairement, premièrement, les besoins dans différentes phases de vie d'un client. Qu'est-ce que le besoin pour une garantie? Qu'est-ce que l'allocation active adaptée à sa phase de vie? Et ça, pour moi, est quelque chose sur lequel il faut aussi discuter et que fait aussi partie d'une discussion sur l'éducation. Alors Dominique, justement, sur ces 2 points, d'une part la bulle, et puis d'autre part, ce que vient de souligner Mathias sur l'idée d'un investissement régulier dans une classe d'actifs pour pondérer son risque ou l'effet cyclicité, quelles sont les réponses de France Invest? 2 choses. La première, c'est qu'entre, certes, le marché est à des étiages assez élevés en termes de valorisation, et pour moi, il me semble qu'à cause du quantitative easing, ça s'applique sur toutes les classes d'actifs. Il n'y en a pas une seule, ou peut-être que vous en connaissez dans la salle, et dites-le moi, parce que ça m'intéresserait en ce moment, il n'y en a pas une seule qui est pas très élevée. Ceci dit, la profession du capital investissement s'est énormément professionnalisée depuis 20 ans et depuis 10 ans. Et elle sait très bien que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Et elle sait que pour délivrer la performance qui est attendue d'un acteur de capital investissement, il faut avoir une idée extrêmement précise de la façon avec laquelle vous allez créer de la valeur pendant les 5-6 ans pendant lesquels vous êtes actionnaire, avant même de faire le chèque pour acheter la société. C'est vrai pour le capital innovation, c'est vrai pour le capital développement, c'est vrai pour le capital transmission. Et donc, la plupart des acteurs font maintenant l'analyse que s'ils achètent une boîte un peu chère aujourd'hui, en multiple de sa rentabilité, eh bien, il faut que le chemin de création de valeur soit tel qu'il puisse absorber une érosion de ce multiple de l'EBITDA, dans notre jargon, entre le prix payé à l'entrée et le prix payé à la sortie, grâce à des consolidations européennes, mondiales, grâce à une dynamisation de la société, etc. Et donc, tous les dossiers qui sont faits en ce moment sont faits avec cette analyse-là que on ne peut pas se contenter de l'effet de levier qui nous donne un petit peu de rendement. D'ailleurs, l'effet de levier joue assez peu dans la création de valeur. Ce qu'il faut, c'est quand même transformer des leaders régionaux en leaders nationaux en leaders européens, et toutes les équipes sont vraiment très axées là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous avez tout à fait raison, il y a un effet, le pire des choses serait de pousser des investisseurs, personnes physiques, à travers différents véhicules, d'assurance vie ou ailleurs, à investir ponctuellement. Je crois que s'ils ont envie d'investir dans le capital investissement, il faut qu'ils le fassent un petit peu chaque année pour éviter les effets, on appelle ça vintage dans notre jargon, millésime. Voilà. Donc, pour lisser sur les cycles les prix d'entrée et les prix de sortie des boîtes, des portefeuilles dans lesquels ils investissent, quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'appétit des personnes fortunées ou des personnes qui ont un certain patrimoine pour allouer une partie de leur argent dans le capital investissement. Le problème, c'est que ceux qui leur proposent des fonds connaissent mal le mode de fonctionnement de ces fonds. Et donc, à France Invest, j'ai décidé d'avoir une formation dédiée aux chargés de clientèle chez les banquiers privés, aux chargés de clientèle chez les assureurs, pour éduquer ces chargés de clientèle sur ce que c'est que le capital investissement, avec ses forces et faiblesses, ses risques, de façon à ce que ce soit les meilleurs promoteurs auprès de leur clientèle de l'avantage et des risques associés à ce type de classe d'actifs. Sans ça, on peut faire toutes les réglementations qu'on veut faire. J'ai vu que dans la loi Pacte, à l'initiative de la FFA, de l'AFG et de France Invest, il y a un nouveau véhicule au PCR qui est un peu l'équivalent pour le capital investissement de l'OPCI qui va très probablement être créé.
avec des mécanismes de liquidité, tout ça va être très bien, mais ça va accoucher d'une souris si les chargés d'affaires ne sont pas capables de vendre ces produits-là à leur clientèle. Et sans vouloir revenir sur le sujet de la table ronde précédente, on voit bien que dès qu'on parle financement, dès qu'on parle des produits d'épargne, d'actions, et en particulier d'actions non cotées, la formation est au cœur et peut-être les faiblesses des connaissances en France sont une difficulté. Mathias, du point de vue d'un acteur international comme Allianz, est-ce qu'on constate véritablement une incompétence à ce point-là crasse du marché français ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit sur d'autres marchés de l'épargne, cette difficulté parfois à attirer l'épargnant sur des produits plus alternatifs? Non, je pense que le sujet en France, si tu peux même dire ça, c'est plutôt que la concentration sur les clientèles haut de gamme, encore une fois sur l'élite, sur laquelle il faut se concentrer si on veut vulgariser, populariser l'investissement. Il faut créer des instruments aussi pour quelqu'un qui a un vrai sujet de créer un patrimoine. Ça, pour moi, est important. Donc, en plus, c'est pas vraiment c'est pas plus un sujet de compétence que dans un autre pays. On a potentiellement un problème et j'ai attendu avec attention qu'on a parlé sur les privatisations en France parce que ce qu'on a dit, la culture d'action en Allemagne souffre toujours aujourd'hui des expériences de beaucoup de monde faites pendant les grandes vagues de privatisation, spécifiquement la la Deutsche Telekom. Donc c'est quelque chose qu'on ne mentionne pas beaucoup à ce stade, mais beaucoup de monde a déjà cette expérience. Donc il faut faire très très fortement attention et en plus aussi faire attention à des avantages fiscaux. Et pour moi, ça c'est plutôt orienté vers l'aspect immobilier en Allemagne de l'Est, mais clairement les deux aspects sont dangereux potentiellement pour la création d'une culture d'action. Merci, je crois qu'on a couvert tous les sujets. Je voudrais vous remercier ce panel et en particulier Augustin de Romanet qui a dû nous quitter, d'avoir couvert tous ces sujets d'une manière aussi dynamique. Je crois qu'on a peut-être quelques questions de la salle. On va voir pour l'instant. J'attends juste pour voir si on a des questions. Est-ce qu'on peut les afficher? Ah voilà, on y va. Alors, comment se présente en 2018 un métier de levée de fonds, notamment envers le financement de l'innovation? Le financement de l'innovation. Alors, On se présente le métier. les levées de fonds en faveur de l'innovation, je crois que J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, qui investit dans l'innovation, dans les fonds d'innovation en France? C'est la BPI, c'est le FEI, le Fonds européen d'investissement, c'est des business angels, c'est des family office, et c'est malheureusement encore peu des assureurs et des mutuelles. Je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est parce qu'on avait un problème historique de rentabilité sur cette sous-classe d'actifs qui est en train d'être réglé parce que l'ensemble du marché s'est professionnalisé. On voit des créateurs d'entreprises qui sont des créateurs de 2, 3, 4 entreprises au cours du temps qui savent se développer tout de suite au niveau européen, au niveau américain, donc avec des créations de valeur beaucoup plus soutenues dans le temps. Alors le problème, c'est effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est que souvent ils vendent trop tôt, parce que peut-être ils ont eu peur par le passé de passer à côté d'une création de patrimoine, et donc ils ont vendu un peu plus tôt par rapport à des investisseurs américains. Mais l'écosystème s'est amélioré en termes de performance, donc je pense qu'un jour ou l'autre, les assureurs accepteront d'allouer une petite partie de leurs allocations private equity sur le capital d'innovation. Mais c'est un sujet indéniable de préoccupation pour l'ensemble des associations professionnelles aujourd'hui que de dire qu'une partie... La France était particulière sur ce plan-là, sur le financement de l'innovation. C'est que sur le financement non seulement de l'innovation, mais des petites entreprises régionales, c'était financé en grande partie par des produits d'épargne gestion privée. Alors je pense qu'on est nombreux dans cette salle à se dire qu'aujourd'hui la suppression de l'ISF a quand même été un soulagement sur le plan financier. Mais par contre, il est vrai que par rapport à l'année dernière, il y a 500 millions d'euros qui n'ont pas été levés au premier semestre et qui avaient été élevés l'année dernière et qui finançaient en grande partie l'innovation. C'est un sujet de préoccupation et à ce jour, il faut trouver... Emmanuel Macron était hier à la Station F à faire des questions-réponses avec il y avait à peu près 1500 start-upers et investisseurs. Il était assez cash, il leur a dit une question qui était exactement dans le style, il leur a dit attendez, on a enlevé l'ISF,
Vous ne pouvez pas en plus avoir le beurre et l'argent du beurre et la crémière et d'avoir la niche fiscale des FCPI ISF s'il n'y a plus d'ISF. Donc maintenant, prenez votre risque en tant que business angel. Il y a une flat tax à 30%. Investissez dans les startups et puis basta, quoi. Donc, il est très très clair là-dessus. Il est très très clair. C'est vrai que c'est une préoccupation malgré tout d'arriver, c'est une bonne question, d'arriver à rééquilibrer l'ensemble de cette source qui s'est maintenant tarie. Une autre question maintenant sur l'orientation de l'investissement de long terme. Est-ce que justement l'investissement de long terme sur certains produits moins liquides ne risque-t-elle pas de provoquer une bulle financière? Alors, bulle financière, on a déjà, je pense, pas mal répondu. Mathias, je vois que sur cette particularité qu'ont les assureurs d'avoir à gérer du risque, est-ce qu'on peut apporter un éclairage? Le risque est toujours là, très bien. Mais où je m'aligne avec vous, c'est pour éviter, comme investisseur institutionnel, le risque de se trouver au milieu d'un boule, c'est de continuer d'innover. Donc pour moi, un bon exemple aujourd'hui, c'est on ne trouve pas, avec un rendement suffisamment intéressant, des investissements dans l'énergie renouvelable, parce que tout le monde se concentre sur les fermes solaires, sur les fermes éoliennes. Donc ce qu'il faut chercher maintenant, c'est la nouvelle frontière. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme grand sujet pour les années qui viennent, si on parle des grids, si on parle de stockage. Donc l'innovation est importante pour nous d'éviter d'être au milieu d'un boule. Je retiens un peu de nos discussions que pour répondre à la question de la salle sur la bulle, je pense que du coup, il faut revenir à ce qui est quand même le fondamental d'un métier de gérant. C'est d'abord de savoir si les cibles, et c'est ce que disait Dominique tout à l'heure, les cibles sur lesquelles on investit, on y apporte une stratégie qui est créatrice de valeur. Et puis effectivement, que le souligne Mathias à l'instant, de ne pas non plus aller se ruer sur le mainstream, là où tout le monde est déjà, mais d'aller chercher des choses qui sont un peu en dehors des sentiers battus. Je trouve que là-dessus, on retrouve finalement ce qui est le métier traditionnel, historique d'un gérant. Tant mieux pour notre industrie, à nous tous, dans cette salle. Juste pour rebondir sur cette notion de risque, vous pensez que ça ne pourrait pas être quelque chose de culturel chez les Français, justement? Il y a une certaine pudeur chez les Français déjà de parler de son argent, de jouer avec son argent. Est-ce que ça joue? Muriel, est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'en particulier sur le fait d'être actionnaire, d'être capitaliste, est-ce qu'on ressent une difficulté française? Alors, oui, alors je peux revenir à l'éducation financière. C'est vrai que quand on parle de l'éducation financière, on explique que finalement les étudiants ou les élèves apprennent les théories marxistes, les théories, je veux dire, les théories économiques, qui en fait ne les conduisent pas à comprendre vraiment l'économie. Donc de ce fait-là, c'est vrai, il y a peut-être une certaine réticence. Bon, il y a le fait qu'on n'a pas de fonds de pension, mais ça on en a parlé. Il y a très certainement. Mais par contre, il y a peut-être il n'y a pas un goût particulier pour le risque, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a également les gens qui, par exemple, investissent même dans l'assurance vie, que ce soit en euros, en unités de compte, ce sont quand même des gens en général qui épargnent pour le long terme. Donc, en tout cas, il y a l'appétit pour l'investissement sur le long terme. Et si effectivement on arrive à faire une pédagogie pour montrer que sur le long terme, on peut tolérer une certaine dose de risque, je pense que les Français ne sont pas plus réfractaires qu'un autre pays. Moi, je ne crois pas beaucoup à la théorie du Gaulois, mais bon. Donc justement, pour comparer un petit peu peut-être entre la France et d'autres pays, nous avons la chance d'avoir avec nous dans la salle aujourd'hui les présidents de deux associations de gestion sœurs, belges et portugais. Je vais leur demander de venir sur scène avec moi. Nous avons Marnix Arix, qui est chairman de BMA, donc l'association de gestion en Belgique. Et puis on a également José Sarmiento, qui est chairman of AppFIP, l'association portugaise. Est-ce que vous voulez bien tous les deux monter sur scène avec nous? Bienvenue. Donc, nous voudrions profiter un peu de votre présence, justement, pour avoir votre avis sur votre propre expérience. En fait, Marnix, je vais commencer avec vous, si vous voulez bien. Je vais revenir un peu sur le premier débat d'aujourd'hui, sur le thème de l'éducation financière. On avait évoqué l'exemple, en fait, belge tout à l'heure. Quel est cet exemple belge et comment ça se passe chez vous en Belgique? Ok. Je dois dire que je trouvais le panel très intéressant. Il y a des éléments effectivement qui sont similaires.
En Belgique, on a aussi un souci d'éducation financière. Peut-être la situation est un peu mieux qu'en France, mais elle n'est pas du tout satisfaisante. Ça existe aussi. On a aussi la problématique de livret A et comment convaincre les gens de sortir de livret A et investir dans des instruments financiers plus productifs, plus haut risque, mais plus haut return. Ça, c'est une problématique qui existe aussi. Ceci dit, on a quelques différences. Le marché belge est plutôt un marché de fonds et beaucoup moins un marché d'assurance, qui veut dire que les Belges ont un peu plus l'habitude d'investir dans des fonds d'investissement. Deuxième côté, en Belgique aussi, on a un deuxième pilier des pensions qui est plus développé. Ce n'est pas du tout au niveau des pays anglo-saxons, c'est un peu entre, disons, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, c'est un peu entre les deux, mais qui aussi amène les gens à avoir un peu plus de réflexe d'épargner, d'être exposés au marché financier, etc. Ceci dit, maintenant, si je peux revenir sur la question éducation, une problématique qu'on commence à voir en Belgique est une problématique c'est une tension entre MIF 2 et éducation. Prenons l'exemple de quelqu'un, je ne parle pas d'une clientèle banque privée, parce que ça c'est tout à fait différent, mais quand on regarde les gens en dessous de 250 000 euros moyens financiers, quelqu'un qui a effectivement envie d'investir dans des choses plus risquées. Je ne parle pas des choses sophistiquées, je parle simplement des choses plus risquées comme des actions, des obligations émergentes, etc., etc. Si on a ça, il faut qu'il passe le test MiFID, surtout le test MiFID qui est connaissance et expérience. Alors, quand on combine une population qui est faible au niveau de connaissance, comment est-ce que tu vas réussir à le faire passer un test MiFID? Tu vas demander, est-ce que tu veux de perte de capital? Non. Quel est ton horizon d'investissement? 2 ans. Est-ce que vous connaissez le concept de mark-to-market et de risque financier? Non. Conclusion, défensif. Et ça veut dire que c'est une problématique qui commence à se cristalliser en Belgique. Les distributeurs sont quelque part dans l'incapacité de vendre des produits plus risqués à leurs clients parce qu'on ne réussit pas à les faire réussir à leur test MiFID. Et là, je reviens à la question d'éducation qui est une problématique qui existe. Comment, comme industrie, on organise une éducation collective et individuelle de nos clients qui est économiquement efficace et qui fait réussir les gens. On a cité l'exemple d'un PEA en action pour quelqu'un de 18 ans. Le nombre de gens, je ne veux pas faire des critiques sur les Français bien sûr, mais prenez un Français de 18 ans qui va passer un test MiFID, je ne le vois pas. En Belgique non plus, hein. Et je crois que cette problématique, c'est la problématique qui est la plus pointue en Belgique aujourd'hui et comment on réussit la tension entre l'éducation et le test MiFID. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui voudrait réagir par rapport à ce qu'il vient de dire? Je pense que le point, pour moi, est assez simple. Il n'y a pas vraiment de différence entre quelqu'un de même âge, de même éducation, de même position dans sa vie, indépendant s'il habite en Allemagne, en France, en Italie ou en Danemark. Où il y a les différences aujourd'hui, c'est entre les âges, les niveaux d'éducation et le grand défi pour nous tous, je pense, c'est comprendre. Et si je vous pose la question, qu'est-ce que risque pour vous? Ça va être une définition différente que pour moi. Donc ça, il faut vraiment analyser et trouver des réponses et aider des gens à trouver des réponses. José, je tourne vers vous maintenant. Par rapport à tout ce que vous venez d'entendre aujourd'hui, pas seulement le débat sur l'éducation, est-ce que cela résonne pour vous? Est-ce que vos associations en Portugal, ils prennent les mêmes orientations qu'en France? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour cette opportunité. Je voudrais rejoindre la discussion de ce dernier, tableau pour ajouter un témoignage. Car notre métier d'asset manager, il se repose bien sûr sur le concept de responsabilité. C'est responsabilité envers nos
nos investisseurs, nos clients. Plus récemment, c'est de la responsabilité envers notre planète, que nous avons un seul, qui est très mal parti. Donc nous avons cette responsabilité, de la responsabilité vers nos sociétés, nos cultures. Mais je crois qu'on doit ajouter, et ça va dans le sens qu'on a écouté tout à l'heure, de la responsabilité vis-à-vis notre écosystème économique. Car je vois beaucoup d'asset managers qui gèrent des grands fonds, des UCITS qui sont vendus partout, et qui sont devant Bloomberg et qui achètent des fonds des grandes sociétés, européennes, surtout des américaines, asiatiques, et qui ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans un milieu où il y a des gens qui bougent, qui travaillent, qui ont des besoins de financement et qui ne trouvent que ces besoins dans les banques ou dans les sociétés de capitaux de risque. Donc je crois qu'il faut faire un chemin, il y a beaucoup d'exemples dans ça, il faut faire un chemin entre ces deux mondes, le monde de la grande gestion et le monde des sociétés qui n'appartiennent pas au marché de capitaux parce qu'ils n'appartiennent pas encore ou qu'ils n'appartiendront jamais dans le marché de capitaux. Et ce que je voudrais partager, c'est une expérience qu'on va faire là-bas, c'est de créer des sociétés qui n'ont qu'un but, c'est d'investir dans des PME et qui n'ont qu'un souci, c'est d'être investis par les fonds UCITS. Et donc comme ça, on va essayer je sais bien que l'épargne en Europe, dans mon pays, encore plus, elle devrait être beaucoup plus grande. Donc on devrait augmenter la taille de l'épargne et des fonds. Mais si on peut diriger une partie de ce qui est investi dans ce qui est l'économie où nous vivons, où nous habitons, nous pourrons avoir bien sûr des résultats qui seront mieux pour nos sociétés. Merci José. Quelqu'un voudrait répondre? Un petit mot en conclusion? Je ne sais pas si ça va être une conclusion, mais je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la formation et sur la façon dont on interagit avec un jeune. Je voudrais juste souligner une chose qui me vient à l'esprit après avoir animé cette table ronde. Si nous appliquions à l'industrie automobile ce qu'on applique à l'industrie financière, je ne sais pas dans quel état elle serait. Parce que chacun d'entre nous, à 2 pas d'ici, c'est les Champs-Élysées, il y a plein de showrooms de constructeurs automobiles. Si nous y allons, on va nous vendre des voitures qui roulent à beaucoup plus que 130 km/h. Et pourtant, le vendeur, on ne va pas l'accuser d'avoir fait un défaut de conseil vis-à-vis de son client. Et on ne demandera pas si la personne a son permis quand elle achète une voiture, et en particulier, on ne lui demandera pas si elle sait conduire une voiture à 200 km/h. Et c'est juste ce qui me vient à l'esprit, partager avec vous, après avoir animé cette table ronde. Nous appliquons à l'industrie financière des règles. Si nous les appliquions à d'autres industries, il y a une chose qui m'a frappé aussi tout à l'heure, on a parlé, mais dans le fond, est-ce qu'en tête de gondole, vous mettez plus ou moins tel produit si vous êtes un CGPI ou autre? Quand nous allons chez Carrefour, nous le savons qu'il y a des têtes de gondole. Nous savons que si Carrefour met un produit en tête de gondole, c'est parce que sa marge est différente ou parce que sa stratégie commerciale est différente sur ce produit. Et pourtant, nous, industrie financière, nous nous appliquons une dureté et nous ne faisons pas confiance. Je crois que l'ensemble de notre écosystème fait finalement pas confiance aux consommateurs. Et sur ce plan-là, je pense que nous avons tort. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin. Merci beaucoup. C'est la fin de cette deuxième séquence. Merci beaucoup à nos 2 présidents. Merci beaucoup à nos intervenants prestigieux et bien sûr à Christophe Bavière. Merci beaucoup.